I mean, it's strange. It's strange to me too. But we talking about practice, man. We're not even talking about the game, the actual game, when it matters. We talking about practice. Salut à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode du Focus. Cette fois, on va s'attaquer à un joueur, je dirais aussi connu que Miles Bird, donc c'est un joueur qui est un peu peut-être sous-coté. On va peut-être commencer par des joueurs comme ça. Si le concept plaît bien, on va commencer à attaquer des joueurs un peu plus connus comme des Trey Johnson, des CMB. Bon, CMB, on a déjà fait un focus dessus, mais on pourrait revenir sur un épisode vraiment très analyse, très théorique. On pourrait faire ça aussi sur Cooper Flag. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées. J'ai vu qu'on m'a proposé Mohamed Dubaté, pardon, qu'on aime beaucoup chez Symbiose. On pourrait faire un épisode sur lui, sur pourquoi on pense que c'est un premier tour. Et aujourd'hui, on va parler d'un joueur australien qui joue aux Florida Gators. C'est Alex Condon. Donc Alex Condon, c'est un sophomore qui joue donc aux Florida Gators. Florida Gators récemment, c'est par un peu Treman, si je ne me trompe pas, en termes de joueurs. Il y a eu du Keontae Johnson. Bon, ça n'a pas été non plus un super joueur, mais c'est aussi l'équipe qui a révélé le coach des Bulls. J'ai oublié son nom. Billy Donovan. Voilà, c'est ça. Je ne me trompe pas. Il est passé par les Gators. Donc voilà, pour faire un peu le CV d'Alex Condon, parce qu'on va commencer d'abord par le profil du joueur. C'est un joueur du coup 6'11", 2m11, 230 pounds, donc ça fait à peu près, j'ai vu 105 kilos. Et la wingspan, on n'a pas encore les chiffres, mais on est sur quelque chose de 7 foot, donc ça doit faire 2m11 de taille pour 2m15 de wingspan. C'est positif, sans être non plus exceptionnel. Il est né à Perth, en Australie, et il a fait du coup le centre d'excellence. Le centre d'excellence, c'est un peu l'INSEP australien. Il y a des joueurs comme Joe Ingles, De La Vedova, Dante Exum, Alex Wee, par exemple, qu'on a eu en interview il n'y a pas longtemps, qui est passé au centre d'excellence. Donc c'est vraiment là où tous les gros talents australiens se rencontrent, l'épicentre des talents australiens. Ça passe par là. Il a pas commencé très tôt par le basket. Il a fait du football australien. Pour ceux qui ont déjà vu le soccer australien, c'est particulier. Parce qu'en fait, c'est une sorte de rugby où il faut dribbler et il y a 4 poteaux, si je ne me trompe pas. Donc c'est un sport assez compliqué, mais ça demande quand même des bonnes qualités athlétiques, du cricket et ensuite du water polo. Et on voyait chez les scouts, on a eu des échos de scouts qui disaient que c'est toujours hyper important d'avoir des joueurs qui ont un chemin comme ça, peut-être peu linéaire, et de voir qu'ils passent par plusieurs sports. Parce que tu sens que du coup, dans la coordination des gestes, tout ça, ça peut être utile. Je crois que Yves Missy, pareil, il a fait du foot, et je sais que, par exemple, pour ce genre surtout pour les intérieurs, c'est important de faire plusieurs sports. Ça aide vraiment pour la coordination et la gestion de certains muscles et du profil athlétique. Si vous voulez savoir, il est aussi fan de Mac Miller et il a choisi le numéro 21 pour 21 Savage. Donc, amateur de rap, de bon rap, je ne sais pas, à vous de me dire. Aussi, chose positive, c'est que ses deux parents sont des athlètes professionnels. Son père a percé, je ne me trompe pas, dans le football australien, et sa mère est une nageuse pro j'ai vu olympique nageur, mais j'ai vérifié cette info et j'ai pas retrouvé. Donc je ne sais pas si sa mère a été au olympique, donc c'est à un niveau vraiment international, mais en tout cas, c'est une nageuse professionnelle, donc qui vient de parents qui sont déjà des athlètes. Et ça, on sait que c'est important, que ce soit pour la génétique, mais aussi pour l'environnement, la construction d'une personne. Pour ses stats, on est cette saison à 10 points de moyenne, 1,4 contre, 2,4 assists, 7,8 rebonds, à 62% au lancer, 34% à 3 points et 50% au tir, pardon, en 25 minutes de jeu. La saison dernière, donc la saison freshman, il était à 20 minutes de jeu pour 46% au tir, 28 à 3 points, 67 au lancer, 6 rebonds de moyenne, 1 assist, 1,3 contre et 1,5 turnover pour 7 points de moyenne. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les turnovers, ils ont baissé alors qu'il y a plus de minutes et plus d'usage. Les passes, elles ont doublé, ce qui est important. Les blocs n'ont pas beaucoup bougé, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Les rebonds,
On approche des 8-10 rebonds, ça commence à être vraiment bien. Les lancers francs, on se stabilise à un petit peu en dessous de 70, on aimerait, atteindre les 70. Et le 3 points, il y a quand même beaucoup de mieux. Alors, j'ai repris une phrase du coach, hein, je vais la traduire du coup. C'était qu'il savait qu'ils avaient un bon joueur la dernière, mais il pensait pas que le joueur allait, jouer autant parce qu'il a joué du coup 22 de moyenne la dernière. Il a fini du coup All SEC freshman, donc SEC c'est la conférence, South Eastern Conference. C'est la conférence notamment de Kentucky, de Arkansas, de Texas, de Auburn, donc des grosses équipes. Et du coup la dernière, il sortait d'une saison quand même prometteuse, mais pas assez prometteuse pour, tout le monde pour la draft. L'offense. Donc dans les play types, on est attendez que je zoome un petit peu parce que j'ai du mal à lire, je suis vieux. Hop. On est du coup sur 27 du temps sur du post-up, 14 du temps en transition, 13 sur du spot-up, 12 en tant que rollman et ensuite 10 en tant que cut et ensuite après c'est de l'isolation et tout, donc en fait on va dans des 1 ou 2 possessions par match, ce qui est pas enfin sur toute la saison, ce qui est pas important. Ce qui est important pour l'instant, c'est pas mal de spot-up, pas mal de transition, pas mal de post-up, pardon. Dans les centiles, en transition, il est à 85e centile, ce qui est positif. En post-up, c'est 47, donc c'est pas forcément très bien. En tant que rollman, c'est 34%, donc c'est pas forcément très bien non plus. Et spot-up, 68%, ce qui est quand même assez bien et même très bien pour son poste parce qu'on voit dans les points par possession, donc PPP, 1,029, ce qui est assez positif. Et le mieux, c'est le cut avec 63e centile. 30 possessions de cuts cette saison, c'est autant que offensive rebounds. Donc il y a autant de cuts que de rebonds offensifs. Pas forcément hyper positif. Et en fait, quand tu regardes, il y a 33 de rollman, donc il y a autant de cuts que de rollman. Mais pour l'efficacité, elle est énorme parce qu'on a 1,333 points par possession, ce qui est assez positif, une efficiency qui monte à 70. Alors, on va revenir un petit peu sur l'utilisation du coup au niveau du shoot. Parce que pour moi, c'est le plus important pour l'instant. On va diviser un petit peu en catégories comme on a fait avec Miles Bird. On est du coup à 31 tirs en catch and shoot à 3 points cette saison, pour 62 lancés. J'ai regardé toutes les possessions et du coup, j'ai pu faire une sorte de prédécoupage. Sur les 31 tirs en catch and shoot, il y en a 9 sur des situations de pick and pop. Donc, dans cette situation de pick and pop, ça va souvent être, pas forcément lui le poseur d'écran. Ce que je veux dire, c'est que les pick and pop, il va souvent être utilisé avec des Spanish, c'est-à-dire que, heu, double écran du coup, donc il est pas seul quand il pose un écran ou, un petit peu de hands avec des shoots à 0°. Qui veut dire qu'il est pas souvent utilisé, sur du pick and pop pour du jeu à 2, mais plus pour du jeu à 3 ou 4. C'est-à-dire qu'un porteur de balle, pardon, et au moins 2 poses d'écran et c'est, une fois que là, il peut, flasher à 3 points parce qu'en fait, Florida joue avec 2 big men et du coup, il y a une sorte de high-low qui peut se mettre en place et souvent, c'est plus lui qui va s'écarter de la raquette. C'est ce que j'explique, j'ai mis, dans parce que j'ai un G-Doc, du coup, je prends toutes les notes. Ce que j'estime du coup des relocation, je vais dire, c'est qu'en fait, il va libérer la raquette parce que, par exemple, après un Spanish, c'est pas lui qui va aller au cercle, c'est lui qui va, aller à 3 points et souvent, du coup, le big man ne va pas forcément suivre Alex Condon et c'est là où il y a un 3 points, qui est ouvert, va pouvoir le prendre. Donc c'est souvent dans cette situation-là, qui après un 3 points, c'est pas forcément un jeu à 2 dans l'axe du terrain, c'est plus sur des systèmes qui impliquent, au moins 2 ou 3 joueurs. Ou sinon, mais ça c'est assez basique, c'est, des 3 points en trailer sur des transitions, c'est-à-dire qu'il va être un petit peu, derrière tout le monde et Toon va collapse vers la raquette, lui va rester un petit peu au large et là, on va voir qu'il est ouvert, il va prendre le tir. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il a plus de lancers francs que l'année dernière, la saison n'est pas encore finie, donc il y a quand même une rim pressure beaucoup plus importante, beaucoup plus de confiance là-dedans. Il y a aussi un petit, bémol dans le shoot, parce qu'on en parlera pour savoir si c'est positif ou négatif. Il y a autant de volume sur des shoots, des catch and shoot guarded que unguarded. 15 et 16 sur les 31. Ce qui veut dire que, selon moi, la lecture que j'ai avec les images et la vidéo que j'ai vue, c'est que c'est pas forcément,
un mauvais decision making sur quand il prend les tirs, quand il faut pas les prendre. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un manque de confiance, sur le shoot et on en parlera un petit peu après dans la mécanique. Mais, que du coup, des fois, il est un petit peu hésitant, des fois, il l'est pas assez et du coup, effectivement, ça peut être entraîner un mauvais decision making et je pense pas que non plus c'est un joueur trop débile qui se dit qu'il faut tirer dans la mauvaise situation. C'est que pour aujourd'hui, le shoot est pas assez, constant, pas assez régulier pour être une vraie force et on voit qu'il manque un peu de confiance sur, de reconnaître un petit peu quand prendre le shoot ou quand, ne pas le prendre. Moi, je suis assez confiant sur le toucher du shoot. Je pense qu'effectivement, c'est plus une question de mindset, que de footwork, même si on regarde un petit peu son shoot, à la loupe, le follow through, donc c'est-à-dire que, à la fin, quand il faut suivre un peu sur la motion de fin du shoot, je trouve que la main droite, et la main gauche s'écartent beaucoup, vont vraiment beaucoup vers l'extérieur et que, c'est pas forcément hyper problématique parfois parce qu'il y a des joueurs qui ont ça, qui s'écartent un petit peu dans tous les sens une fois qu'ils shootent et ils relâchent tout. Mais souvent ça peut, faire face à des trajectoires assez particulières. J'en ai vu quelques-uns comme cette saison, des grosses briques, attention à ça, donc peut-être qu'il faut qu'ils soient un peu plus académiques sur le shoot. Au niveau de la shoot préparation, je vais appeler tout ce qui est, cuisses, jambes, cuisses, jambes, pieds. C'est un peu long, je trouve, hem, au niveau de une fois qu'il pose les pieds et qu'il rentre dans la motion de shoot, c'est-à-dire qu'on va recevoir le ballon au niveau souvent des hanches, il va se mettre dans la motion de shoot. On voit qu'il a encore un peu de mal, à être hyper efficace, à ne pas être, il est pas cassé non plus, mais ça pourrait gagner en rapidité et en fluidité surtout. Hem, Sinon la parabole pardon est bonne et je trouve qu'il shoot un petit peu en arrière. Souvent c'est une problématique qu'il y a souvent avec les joueurs en fait qui ont beaucoup de pull-up à mi-distance. Bizarrement, on a vu ça notamment, Kevin Durant qui shoot un petit peu comme ça ou même, plus récemment Josh Christopher qui était hyper bon en mid-range et très mauvais à 3 points parce qu'il shootait beaucoup en arrière et du coup il avait un manque de puissance à 3 points. Mais c'est pas à ce point-là avec Scandon, c'est juste une petite notification. Donc voilà sur le shoot, moi je suis plutôt positif, je crois qu'il y a une vraie amélioration. On voit qu'il y a un toucher lancé franc, la question c'est prendre du volume, prendre de la confiance et aujourd'hui, en faire peut-être plus une arme de pick and pop parce qu'effectivement, ces 3 points quand il les prend, c'est plus une question de les joueurs ne le respectent pas, plus qu'une question de il est utile, pour offrir du spacing. Même s'il sait offrir du spacing, c'est pas comme ça qu'on l'utilise, en tout cas à Florida. Au niveau du jeu, proche de la raquette, cette saison, on est au 75e centile dans la raquette, alors que l'année dernière, on était au 40e centile. Donc il y a une vraie amélioration, le toucher est beaucoup mieux. Alors cette saison, 100 possessions dans la raquette, la dernière 88 possessions, pareil. Déjà plus de possessions, cette saison que l'année dernière, donc le volume a augmenté alors que la saison n'est pas finie. Avec la marche Madness, il reste allez, encore quelques matchs, donc c'est très positif. Je trouve qu'il a un super moteur. Je le trouve pas exceptionnel au niveau du rebond offensif, même je crois qu'il est à 2,7. Mais j'ai pas une impression de énorme, c'est surtout un moteur et un joueur qui se bat beaucoup et ce que j'aime bien avec son jeu proche de la raquette, c'est qu'il est vraiment assez explosif, sur des séquences très courtes et ça me rappelle un petit peu, ce qu'on parlait avec Grégoire sur, le rôle de Ighodaro aux Suns où, Ighodaro, prend beaucoup de red flags, notamment il a pas de toucher, pas de footwork. Mais sur des situations de dribble end off et de 2 contre 2, c'est là où il est excellent. Hem, on se souvient d'une séquence aux Wolves où Ighodaro en fait fait, plusieurs pick and roll à la suite et à chaque fois il se relocalise un petit peu, une fois que le short roll marche pas par exemple, pour refaire, en fait il va passer du côté droit à faire un empty side pick and roll, donc un jeu à 2. Ça marche pas, donc il va de l'autre côté, il va refaire le même play et au final il voit que Gobert, cette fois-ci est un peu trop bas en drop et ça va lui offrir un lay-up. Et je trouve qu'il a vraiment ce côté où, une fois qu'il est sur hand-off, il est très bon pour poser l'écran, tourner ses hanches et être, vraiment très explosif, une fois qu'il a la raquette, donc sur des courses assez courtes. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, comme les guards de Florida sont assez bons, notamment Walter Clayton qui est assez bon, au niveau de 3 points, il y a pas mal des fois de edge ou de trap et il reconnaît ça assez vite qu'avec Scandon et aussi il a une bonne coordination, je trouve, au niveau des yeux. Il a pas forcément des mains, de folie, mais il voit bien, on voit que dès qu'il tourne un peu son corps,
Il regarde vraiment le joueur pour savoir s'il va avoir le ballon ou pas et s'il peut, aller très vite dans la raquette. Il y a pas de situation cette saison au final où, il y a des hand-off sur le côté, à 45 et en fait ça finit, en panier parce que, c'est l'exécution est très rapide et qu'en fait les 2 joueurs vont collapse sur le ball handler et en fait on va voir qu'Alex Condon est déjà en train de roll, près de la raquette. Par contre, petit bémol aussi, malgré les 75e centimes dans la raquette, je trouve qu'il manque encore de toucher, mais plus de footwork en fait au final. Je trouve que quand il a ses hooks et ses finitions au poste, je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'il est encore en trop brut là-dessus. Il arrive pas à se créer d'espace et il a pas un toucher tout simplement, exceptionnel. Je vais regarder un petit peu, au niveau des possessions de l'offense. En post-up, il est à 49e centile, hem, donc en termes de réussite, 0,8, points par possession, ce qui est average en synergie, mais on s'en fout des ratings. 49e centile, c'est quand même pas fou pour quelqu'un qui a 2,7 possessions par match de post-up, il faut qu'il y ait beaucoup plus de positivité, dans ces chiffres. Parce qu'en plus, on sait que Florida joue avec 2 intérieurs assez grands, donc il y a forcément des espaces qui sont gérés et on sait que s'il arrive en NBA, une des choses assez primordiales selon moi pour les big men, c'est de pouvoir une fois qu'il y a un switch, pouvoir punir le mismatch s'il y a un plus petit joueur, contre lui. Paradoxalement, il arrive bien à seal, je trouve, quand la position, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a la position dans la raquette, il arrive bien à, élargir son corps, notamment au niveau des cuisses et à prendre énormément d'espace pour bien avoir la bonne position. Mais au final, après, c'est plus au niveau du footwork touché ou avec ses jambes, quand il se tourne, notamment quand il fait son hook un peu main gauche, il a un peu de mal à soit, prendre le contact ou soit se créer de l'espace. Il y a des flashs intéressants sur Dunker Spot. Comme on a dit, ça joue avec 2 big men, donc des fois, une sorte de pick de short roll et du coup, lui, il se retrouve un petit peu dans le dunker spot et là, il est assez efficace parce que pareil, dans la prise d'information et dans la réflexion, c'est assez rapide. Il a pas besoin de trop de temps, en fait. C'est aussi peut-être son problème, c'est qu'il est très bon sur ces situations de comme on avait dit, de prep de quand il slip l'écran, c'est-à-dire quand il fait un ghost screen un petit peu. Heu, Par contre, une fois que c'est un peu plus posé et que, par exemple, il doit, prendre l'avantage du mismatch, il a un peu de mal ou une fois que l'attaque est un petit peu, comment dire? Flou ou, peu mobile, c'est là où il a un peu plus de mal, donc c'est vraiment un joueur qui aime avoir du mouvement autour de lui et qui aime, créer du mouvement. En transition, il est hyper, positif parce qu'on est dans le 88e centile, parce que là, c'est le profil athlétique. On voit qu'effectivement, je pense que le fait qu'il a fait du football australien, tout ça, sur les longues courses, parce que c'est un terrain de foot, donc sur les longues courses de, terrain à terrain, c'est un peu, effectivement le même profil dans ce cas-là que Yves. C'est que pour faire du, cercle à cercle, il peut être très bon dans ce système par, son côté athlétique et son attaque du cercle. Dans le passing game, on va prendre les chiffres un petit peu. Je les ai pas notés, donc il faut juste que j'aille 30 secondes. On est hop, attendez, on est sur des chiffres quand même assez positifs, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment pour moi sa qualité première et son entrée à draft, ça passe par là. Heu, donc on est à 2,2 assists pour 1 turnover, un assist ratio de 1,87. Ce qui est même très bon pour un joueur de son poste et de cette envergure, parce qu'on rappelle qu'il est 6'11". On regarde, c'est le même ça va être le premier de l'équipe avec, ouais, avec Thomas Hogg, donc l'autre big man, donc ce qui est assez marrant au final, parce qu'en fait, on regarde que les meneurs de cette équipe sont plus bas dans l'assist turnover ratio, donc c'est très positif. Il y a beaucoup de passing game au poste haut. C'est pas un joueur qui va utiliser, du poste bas pour ensuite, redonner à 3 points. C'est plus l'inverse. C'est plus lui qui va être au poste haut pour trouver des cuts, des backdoors, du high-low, du pin down, un petit peu de zoom action, beaucoup de horns, et aussi beaucoup de screen assist. Certains vont me dire que du coup, c'est pas des vrais assists parce que c'est des screen assists et du coup, c'est juste il fait un dribble end off, il passe le ballon au mec et il y a un 3 points. Mais c'est ce qu'on dit souvent avec Gobert et ce qu'on a pu dire. Mais je trouve qu'il y a quand même, des choses importantes dans le sens, il faut savoir donner le ballon au bon timing et poser l'écran, tourner dans ce cas-là dans le bon sens et au bon timing pour éviter de faire une faute, un écran mobile
Il est plutôt bon là-dessus et on voit en fait que c'est la situation plus dangereuse parce que c'est là où vient la plupart de ses points, c'est sur ces séquences donc de dribble and off, souvent à 45. C'est là où il y a le plus d'assists et c'est là où il y a le plus ensuite de paniers marqués en fait, quand il est vers la raquette. Donc c'est vraiment, un point hyper positif de son jeu, c'est cette capacité à se transformer un petit peu en hub offensif, c'est-à-dire, les joueurs vont graviter autour, vont avoir du mouvement et va savoir trouver les cutters. Dans le dernier match, il y avait une superbe passe 2 fois de suite, sur des cuts backdoor dans un petit trou de souris, qui était vraiment impressionnante, des passes, avec rebond au sol. Donc on voit quand même il a une bonne vision de jeu et ce que j'aime beaucoup, mais ce qu'on va voir surtout en défense, c'est la prise d'information. On voit que c'est un joueur qui est vraiment, hyper bon là-dessus et c'est pareil, ça je pense que ça vient du foot parce qu'on voit, notamment pour les ce qui arrive pour les milieux de terrain souvent, les joueurs qui sont au centre du terrain, c'est hyper important cette prise d'information de toujours regarder ce qui se passe autour, là où certains joueurs ont encore des tunnels vision. Je pense que, Alex London a vraiment, de bons atouts, dans cette capacité du terrain. Je pense que pour l'offense, du coup, on est assez réglé. On a vu que c'est un joueur vraiment qui aime en fait se être efficace par des mouvements, donc souvent par des poses d'écran, que ce soit, par des Spanish, par des zooms, par du hands, donc des écrans dans ce cas-là qui impliquent, 3 à 5 personnes à peu près, ou, des plays assez dynamiques et peut-être, des schémas de jeu qui sont pas forcément hyper construits, mais qui sont assez efficaces, c'est-à-dire les empty pick and roll et ces petits dribble and off et en ajoutant du mouvement et de la vitesse qui peut rendre un petit peu l'attaque un peu plus fluide parfois et qui peut créer un peu des collapses, ce qui est assez important et qui a un shoot, encore en construction et qui manque plus de travail et de confiance en lui pour moi que vraiment de mécanique, quoi. En défense, moi j'ai noté un match notamment, c'est le match contre Johnny Broome, du coup je sais pas trop comment on dit. Broome qui va être le je pense National Player of the Year, donc quand même, faire une si bonne défense, sur un joueur, qui va être le meilleur joueur de collège, c'est assez important et dans le CV, c'est positif. Je trouve qu'il a été très bon au poste et ça, c'est vraiment une qualité de Alex London. C'est son côté, il défend toujours avec maturité. Je suis pas fan de ce mot, je dirais plus de la patience. Les Américains, ils appellent ça poised, je crois, to be poised. Donc c'est vraiment être alerte, ne pas sauter dans les feintes, toujours défendre, sans faire de fautes et ça, c'est vraiment positif. On l'a vu, quand Johnny Broome, il y avait aussi, je pense, un bon tas du scouting report parce qu'on voit que Johnny Broome allait quand même souvent sur sa main gauche et que London ne lui laissait, pardon, aucune place et en plus, il a fait très peu de fautes, ce qui a permis du coup à Condon de vraiment rentrer dans le jeu de Broome sans faire de fautes et à chaque fois en minimisant l'impact, de Broome, offensivement. Je trouve qu'il est assez mobile, latéralement, mais par contre, il y a un petit hic, c'est que, quand il est impliqué dans des écrans, je trouve qu'il est un peu trop bas, notamment sur du drop. Je trouve qu'il peut tendance à vraiment, trop facilement aller en drop alors qu'il pourrait être peut-être plus agressif et en plus, quand on voit les guards de Florida, il y a des joueurs qui sont assez agressifs. On a vu plusieurs fois quand même des mauvaises communications et ensuite ça finit souvent sur des pick and pop parce que, Condon va être un peu trop bas et son collègue va par exemple passer au-dessus et du coup tu vas te retrouver dans une situation où, il y a une mauvaise communication et ça crée des espaces dans la défense. Donc à voir sur l'utilisation de Condon en défense, mais ce qui est intéressant, c'est que comme Florida joue avec, 2 intérieurs. Au final, il est peu impliqué sur le pick and roll. On va regarder un petit peu dans les possessions et c'est là où c'est important. Donc play type defense, spot up 44 du temps, 2,8 possessions par match, isolation 16 du temps, post up 15 du temps, pick and roll man, donc man ça veut dire celui qui est le roll man, donc celui qui va rouler et ball handler 6. Donc au final, il défend très peu, le pick and roll parce que si tu calcules les 2 ça fait 15. Il défend autant de post-up que de pick and roll. Pourquoi? C'est parce que Florida défend, avec 2 intérieurs et c'est le plus grand, donc souvent c'est lui qui va être en fait en weak side. Il va plus souvent limite, suivre le poste 4. On le voit, sauf avec Johnny Broome où vraiment elle avait une mission où devait suivre Johnny Broome.
Hem, donc c'est presque flagrant parce qu'au final 6% du temps en, ball handler, 9% en rollman, ça fait 0,6 possession pour du rollman, 0,4 possession pour du ball handler. On est presque sur des volumes, similaires. Donc il défend presque autant le ball handler que le rollman, donc il y a un petit peu de switch, dans ce cas-là. Et du coup, on est sur un joueur qui, est, assez efficace dans ses centiles, hein, parce que si on va aller dans les centiles, c'est assez impressionnant. Mais le volume pas assez important pour moi pour qu'on s'y apprête. Mais il y a des séquences intéressantes sur des switch, notamment sur la rapidité, latérale, plus que la rapidité du coup, verticale. Et c'est ce que je dis, c'est que va trop souvent, chercher le drop et du coup chercher un peu la solution facile, alors que je pense qu'il pourrait être beaucoup plus agressif, monter beaucoup plus haut, pour disrupter un petit peu l'offense. Le problème aussi que c'est quand il défend en weak side et du coup quand il va défendre un peu du côté faible et au large, c'est que je trouve que des fois il overcommit un petit peu sur ses close-outs et il peut se faire prendre de vitesse. Je crois que c'est le match contre Georgia plusieurs fois, dans des phases de tir, il saute ou des phases de tir, il va du coup overcommit, c'est-à-dire qu'il va se rapprocher trop proche dans son close-out. Du coup, il va perdre du terrain et ensuite, il va se faire un petit peu prendre de vitesse et il va contester, je crois carrément c'est un mid-range et ensuite c'est un lay-up. Donc attention à ça, à ne pas, aller trop proche des joueurs sur le close-out. Mais sinon, ce que j'aime bien justement quand la Wixad aussi, ça rejoint un petit peu Miles Bird, hein, peut-être que c'est un leitmotiv que j'ai avec les joueurs, c'est la prise d'information. C'est-à-dire que, hem, si ce podcast sort sur YouTube, je vous montrerai la séquence, sinon je la tweeterai. Il y a une séquence où il prend, en l'espace de 10 secondes, 6 prises d'information par, les regards et en fait, il va voir des joueurs graviter autour de lui et du coup, on va voir que c'est le seul joueur de Florida qui prend autant, de prises d'informations et en fait, il va vraiment disrupter pour le coup l'offense, je crois que c'est contre Tennessee, de Tennessee, par justement, il voit qu'il y a un premier écran, il passe en dessous, ensuite il passe au-dessus, ensuite il contient. Du coup, toute cette prise d'information, fait qu'il est jamais dépassé par ces écrans alors que c'est le principe d'un écran. Souvent, c'est de créer du moins, c'est de créer, un espace, un gap dans la défense et là, c'est pas le cas du tout. Avec ces écrans, je suis avec Scandon et c'est hyper positif. Donc vraiment, j'adore ce profil en tout cas, en défense. Je parlais des centiles, on va y revenir un petit peu. Donc là, on est à 85, 85e centile en spot-up, donc il est assez quand même efficace sur la défense de spot-up. 71e centile sur isolation. Je me rappelle le match contre Kaluma, super match défensivement, sur tout ce qui est dribble jumper. Un peu plus de mal, tout ce qui est, gêner un petit peu les drives de Kaluma. Kaluma est quand même un joueur un peu plus petit et un bon athlète et on a vu qu'il avait un peu de mal, pour le coup, justement dans la rapidité verticale à contenir les drives du joueur. Par contre sur les pull-ups, c'était hyper efficace. 61 pour 75e centile pardon, en post-up, 98 en rollman, 94 en ball handler, 99 en end-off, mais là on est sur des volumes qui sont à, entre moins de 0,5 possessions par match et on va le voir aussi du coup dans les catch and shoot, ce qui est assez impressionnant et c'est marrant parce que les chiffres sont assez, équivoques pourtant. Je pense que la défense aussi de Florida d'avoir 2 big men comme ça, c'est hyper important et en même temps, c'est des big men qui sont pas si grands parce qu'on sait 2,7 m c'est 2,11 m mais des big men quand même qui sont assez mobiles, qui permettent quand même de bien, lock la défense intérieure. En plus d'avoir des joueurs un peu plus petits, dans ce cas-là, dans le backcourt, qui sont assez agressifs, sur les écrans et du coup, il est juste dans le 97e centile sur les défenses, enfin, en défendant sur les jump shots, donc 0,53, point per shot, donc assez efficace. Les joueurs shootent à 18%, heu, quand il est défendu par Condon, donc ça on est sur des chiffres assez violents et pour me parler des dribble jumpers, il y a un point de possession où il défend sur des dribble jumpers cette saison et il contient les joueurs à 9%. Donc c'est-à-dire pour 1,2 tirs, il y en a 0,1 qui est mis pour 1,1, de raté. Donc il est vraiment excellent, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait par la patience, la maturité qu'il peut afficher. C'est qu'il va souvent, chercher à contenir, plus qu'être trop agressif parfois et c'est ça qui est bien avec ce joueur. Même en termes de contre, on n'est pas sur un énorme contreur.
mais c'est vraiment un joueur qui va contenir et je pense qu'il est un joueur qui est efficace dans une défense collective efficace. Ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pas forcément un joueur qui est vraiment hyper dissuasif dans la raquette. Par contre, cette raquette à deux pivots marche excellemment bien et on le voit parce que du coup, Alex Condon est toujours mis dans les meilleures dispositions, c'est-à-dire en oui, proche de la raquette quand même. On va éviter de le mettre au large, on va éviter de le mettre sur des situations d'écran parce que je pense qu'effectivement, il settle trop, pour du drop, alors qu'il pourrait montrer, un petit peu autre chose. Mais ça va être aussi intéressant de voir du coup comment il va s'adapter en NBA. Pour les stocks, parce que je sais qu'Ina ça intéresse, donc on est à 1,4 contre pour 0,7 steal, c'est correct. Donc c'est pas forcément justement un shot blocker énorme, mais il se donne. Hem, Ce que j'aime bien moi aussi chez Alex Condon, c'est ce côté, il peut donner son corps, mais c'est pas non plus, un joueur qui est, hyper brut, qui est, une brute de je sais pas comment on va dire, mais un joueur, hyper musculeux, tout ça. Il y a quand même un côté assez soft, parfois. Il est aussi un petit peu entre la défense le côté de contenir et des fois le côté un petit peu athlétique avec ses épaules assez larges, où il va vraiment, initier le contact et ajouter de l'impact, physique. Mais il arrive un petit peu à osciller entre les 2, donc c'est assez positif. En plus, on parle d'un sophomore, donc qui arrive dans sa deuxième saison, donc c'est pour ça que moi je l'ai, attendez que je regarde un petit peu mon board. Je dois l'avoir au premier tour parce que, pourquoi? Parce que pour moi, c'est un profil trop intéressant. Heu, Forcément, on va l'avoir dans cette draft, mais il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui vont être comparés de plus en plus à Isaiah Hartenstein. Je l'ai en quelle place Secondon? Je l'ai en 20e place, donc je l'ai en fin de loterie, 19e même. Je l'ai en fin de loterie et je vais te dire du coup pourquoi. Je pense que le shoot, je suis assez positif là-dessus. De toute façon, je pense qu'il peut trouver son utilité pour l'instant, sans forcément avoir de shoot, mais que ce profil de, très bon sur des situations avec écran heu, pour créer de l'offense à toute l'équipe, ajouter du dynamisme. On l'a vu par exemple, justement avec Ighodaro qui est arrivé dans des Suns. Les Suns, c'est les Suns, mais je pense que personne s'attendait à ce que Ighodaro joue autant et joue aussi bien, très vite avec les Suns sans en fait, il a eu un temps d'adaptation très court et je pense qu'avec Scotton peut avoir ça. Et effectivement, si je shoot à 3 points ensuite, on arrive sur du 35-37. C'est assez positif parce qu'en fait, on va avoir un joueur qu'on va pouvoir utiliser sur des situations effectivement, à plusieurs écrans et ces petites séquences sur le côté du jeu à 2, mais aussi un petit peu de shoot à 3 points pour offrir un petit peu de spacing et pourquoi pas du coup avoir des séquences où Escondon joue avec, 2 big men ou joue en poste 5 parce que, là où c'est le problème, c'est que du coup, s'il joue poste 5, il va forcément être impliqué beaucoup plus sur des écrans. Et du coup, qu'est-ce que ça va être quand il va devoir défendre, 10 à 12 pick and roll par match? Est-ce qu'il va être vraiment efficace? Est-ce que c'est un joueur qui est uniquement efficace sur drop? Ça, c'est des réponses pour l'instant qu'on n'a pas. Hem, mais effectivement, s'il manque de rapidité verticale, va falloir, trouver des systèmes pour que Condon soit efficace, hem, en défense et apporte toutes ses qualités en tout cas, en attaque. Donc pour moi, c'est vraiment un joueur, hyper intéressant. Je pense que c'est un profil qui rentre parfaitement dans la NBA moderne. Hem, Avoir autant de passes pour si peu de turnovers, c'est efficace. Un jeu proche de la raquette qui est de mieux en mieux. Juste, j'aimerais qu'il puisse punir un petit peu quand il arrive sur des joueurs un peu plus petits. Heu, mais sinon sur les passes et les petites séquences aussi au dunker spot, j'en veux voir un peu plus parce que je pense que c'est des séquences qu'on va peut-être revoir un peu plus en NBA. Et c'est là où c'est intéressant le scouting, c'est que la projection, on a des séquences qu'on va pouvoir se dire: «OK, cette séquence, je peux la voir en NBA. Cette séquence, ce post-up, je ne veux plus le voir en NBA, de toute façon, je ne le verrai pas en NBA». Donc c'est assez intéressant et je pense qu'effectivement, pour moi, Alex Condon sera lui un 1 tour. C'est pas forcément un joueur sensationnel. On l'a vu dans les stats, on l'a vu dans le profil. Par contre, c'est aujourd'hui un joueur que certaines équipes, vont pouvoir, s'intéresser, vont pouvoir aller chercher parce que, le joueur va forcément apporter, je pense, que ce soit en attaque ou en défense dans une équipe. Merci beaucoup de m'avoir suivi, pour ce deuxième épisode. N'hésitez pas à me dire si le débit était peut-être trop rapide cette fois-ci, pas assez rapide. S'il y avait trop d'informations, pas assez d'informations, si il manquait peut-être des choses, un peu plus d'analyse théorique, un peu plus d'analyse, de stats, un peu plus de je sais pas, de queries sur par tweet, un peu plus de peut-être de comparaison avec d'autres joueurs,
N'hésitez pas à me dire, mais en tout cas, c'est toujours cool, pour moi, même si j'aimerais faire beaucoup de podcasts, sur la draft parce que c'est un peu le moment, mais j'ai pas trop le temps parce qu'on vient de déménager comme j'avais dit dans ce podcast, c'est toujours pas fini et en plus là, j'ai mon opération du ligament croisé, donc je vais être arrêté, pendant un petit moment parce que mon genou a besoin d'un nouveau ligament. Je n'ai plus de ligament, à l'extérieur, donc je vais avoir besoin de nouveaux ligaments, donc il va falloir un petit peu de repos aussi. Mais on continue. Shaim a récemment, bah, aujourd'hui, là où je tourne, il a sorti son big board. Moi, j'ai sorti le mien. N'hésitez pas à me poser des questions sur des joueurs, sur quoi que ce soit. De toute façon, je pense qu'on va pas de draft. Normalement, on a encore un épisode prévu avec 8 baskets. Je le tease. Avec 8 baskets, pour certains joueurs par draft, on va encore pas de draft. Nous, chez Symbiose, de toute façon, on va faire du contenu pour la March Madness. Et on en fera un petit peu après, comme on a fait l'année dernière avec les Nerdies, pour faire un maximum de contenu pour vous pour la draft. Que ce soit des contenus plus ou moins vulgarisés ou non. C'est-à-dire que là, on est sur un contenu quand même qui est assez analyse, assez brut, assez compact. Après, il va y avoir les Nerdies où par exemple, on va être beaucoup plus évasif sur certaines stats et on va faire un profil assez large du joueur pour qu'on puisse situer le joueur sans forcément le connaître par cœur. Et là, le but, c'est d'épisodes beaucoup plus profonds, beaucoup plus complets. Donc n'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez et on se dit au prochain épisode.